revoir M. le doyen, M. le directeur, l'assurance, la considération distinctive. Et évidemment, un dernier élément de vérification, c'est le jury qui est censé donc apprécier ce travail. Je dirais qu'il est fort complet. Donc on note une seule absence en la personne du professeur Issou Sani, pour lequel il n'a pas été possible matériellement de le faire venir, mais il a rendu un rapport écrit et signé sur ce travail pour donner son avis. Tous les autres membres sont présents pour dire donc que nous sommes dans les conditions requises pour une délibération valable. Donc, devant ce jury, M. Dia, vous avez soumis votre mémoire, dont le titre est Contribution à la résolution d'un problème inverse de l'ensablement d'un lac par une approche non standard de contrôlabilité exacte. Pour bien sûr devenir docteur de l'Université de Dakar. Le jury vous donne donc 45 minutes pour faire l'économie du travail. Je passe la parole. Bon, merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir donné la parole. Chers membres du jury, donc d'abord je commencerai à souhaiter la bienvenue au professeur Gabriel Bissanga, de remercier également le professeur Abdoulaye Sen, qui a été mon professeur en licence, en master 2, ainsi qui m'a donné des fois des documents quand j'en aurais besoin dans le domaine de la recherche. Remercier également le professeur Al-Sansi de me faire l'honneur de faire partie de ce jury. Donc, et remercier mon encadreur, le professeur Benjamin Mampassi, qui m'a initié à la recherche et qui m'a accompagné jusqu'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel de mes travaux de thèse qui s'intitule Contribution à la résolution d'un problème inverse de l'ensablement d'un lac par une approche non standard de contrôlabilité exacte. Cette thèse a été effectuée au laboratoire de mathématiques appliquées et sous la direction du professeur Benjamin Mampassi. Donc, ces travaux de thèse ont fait l'objet de 4 publications, dont les 3 sont déjà parues. Donc, une est en cours de publication. Donc, nous allons tout d'abord passer en revue au schéma de l'exposé. Donc, nous allons dans un premier temps parler de l'introduction et les motivations du travail. Deuxièmement, nous présenterons le modèle d'ensablement de lac. Et en troisième partie, nous parlerons des différentes problématiques qui sont associées aux problèmes inverses. Donc, la stratégie d'étude de l'approche qui a été utilisée pour la résolution de notre problème inverse. Donc ici, on présentera les résultats obtenus donc, dans cette thèse. Dans un premier temps, nous parlerons de la résolution du problème inverse associé. Puis, on partira d'une approximation et proposer un schéma algorithmique qui nous permettrait de résoudre des problèmes inverses non linéaires. Et en dernier lieu, nous passerons à la conclusion ainsi que les perspectives. Donc, dans l'introduction, dans le cadre de changement climatique, le phénomène d'ensablement constitue un enjeu fondamental dans la lutte contre l'avancée du désert et l'assèchement des grands lacs, surtout en Afrique. Donc, la modélisation et la simulation numérique sont des outils très nécessaires pour comprendre ce phénomène. Et ces problèmes peuvent être décrits par un système d'équation d'évolution. Donc l'objectif, c'est toujours de pouvoir donner une bonne approximation de l'état d'un système dans un intervalle de longueur t. Donc l'objectif est de pouvoir faire des prévisions, déterminer l'état futur d'un système. Comme on le voit, il est bien connu en météorologie et en océanographie que la connaissance d'un état initial le plus exactement possible nous permet de faire des prévisions fiables. Mais pour pouvoir déterminer à long terme l'état d'un système, donc des gens ont travaillé sur ces questions et ont développé des méthodes de discrétisation
mais ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas la condition initiale. Et les problèmes d'assimilation de données nous construisent cette condition initiale. Donc, consiste à réduire les incertitudes sur les paramètres d'entrée du modèle à l'aide de mesures. De même, les problèmes d'assimilation de données, donc ici, nous permet de construire cette condition initiale à partir des mesures. Donc, c'est d'où l'idée de s'approprier ces techniques d'assimilation variationnelle pour déterminer son impact sur d'autres composantes du système climatique terrestre, telles que le phénomène d'ensablement. Et la reconstruction de ces conditions initiales nous permet d'améliorer les prévisions, nous permet également d'améliorer les méthodes physiques utilisées pour faire des prévisions. Donc c'est dans ce sens que se situe notre travail, qui a pour objectif l'identification de la condition initiale d'un modèle mathématique de l'ensablement, condition initiale d'un modèle mathématique décrivant l'évolution du fond sédimentaire dans un lac sur une grande échelle de temps. Et comme illustration, donc, dans cette image, le lac Tchad, naguère l'un des lacs les plus grands au monde, a perdu en plus d'une décennie plus de 3/4 de sa superficie. Donc, en observant, on regarde bien une disparition progressive du lac. Donc, nous cherchons à comprendre l'évolution de l'assèchement du lac. Et pour cela, comme on veut comprendre l'état futur d'un lac, il faut bien reconstruire la condition initiale pour pouvoir prédire la suite sur le phénomène d'ensablement. Par la suite, si on se donne ici une image qui montre l'évolution du fond sédimentaire en milieu aquatique d'un fleuve ou d'un lac, où ici on note une évolution de l'évolution sédimentaire, où on cherche à chaque fois à travers construire, essayer de comprendre en modélisant ceci en une équation aux dérivées partielles qui nous permettra d'approximer le phénomène. Et là, on passe au problème, un EDP qui est parabolique non linéaire, qui modélise ici le phénomène d'ensablement, où le dérivé de Y par rapport à T représente le taux de sédiment, et le gradient de AY représente les effets de convection et de diffusion, avec ici une condition de Neumann non homogène, avec un problème parabolique non linéaire avec le f de Y qui est lié aux effets de réaction et de comboulement. Donc ici, n est un vecteur normal à oméga, y de t est l'état initial dans oméga, et a ici c'est un opérateur de convection, diffusion, et le terme décrit le processus de convection, diffusion de sédiments. Les effets de comboulement et autres de type réaction sont décrits ici par le terme f de Y. On part à la formulation inverse du problème. Parce qu'ici, si on en connaît la condition initiale, on peut faire des prévisions. Mais en pratique, la condition initiale est inconnue sur tout le domaine oméga. Donc on s'intéressera à sa reconstruction sur tout le domaine oméga à partir des données obtenues sur une sous-domaine du domaine oméga. Et là, on est en train de résoudre un problème inverse, reconstruire la condition initiale à partir de ces données. Parce que pour un problème direct, en connaissant, il est évident pour la résolution, on doit pouvoir déterminer tous les paramètres qui interviennent dans la relation, dans l'équation, comme les données initiales, les conditions au bord, ainsi que tous les coefficients intervenant dans l'équation. Mais par contre, ici, comme on n'a pas la donnée initiale et on a des mesures,
Donc on veut reconstruire la condition initiale et on a affaire à un problème inverse. Donc où on peut citer plusieurs types, reconstruire l'état passé d'un système à partir de l'état initial, de connaissant son état initial, ou essayer de déterminer un paramètre à partir d'une partie du domaine grand oméga, ou connaître une information sur la solution. Et là, le problème avec petit oméga et y, donc on cherche à déterminer le y0 avec cette donnée, un modèle combiné avec les données y observées. Donc c'est l'état de sédimentation sur le petit oméga. Donc qui est petit oméga, qui est un sous-domaine ouvert non vide de grand oméga. Donc x de ci de oméga est la fonction caractéristique. Et y ops ici, comme je viens de le dire, représente l'état de sédimentation observé ou mesuré à l'instant t du petit oméga. Donc on cherche à déterminer ce y dans le but, l'objectif est de calculer l'état futur de sédimentation d'un lac. Les méthodes classiques qu'on utilise souvent, c'est des méthodes de contrôle optimal pour résoudre ces problèmes. Et là, on part d'une fonctionnelle J qui mesure l'écart entre la solution prédite et la solution observée. Et le STT ici représente la dynamique de sédimentation. Mais ces problèmes où on transforme le problème inverse en un problème d'optimisation sont en général des problèmes mal posés. Donc ici, le H représente l'opérateur d'observation. Le plus souvent, c'est le manque d'information a priori. Donc c'est difficile d'avoir cette information. Quand on a assez d'informations a priori, c'est ça qui nous permet de trier entre les solutions qui existent, la solution optimale. Et de plus, le paramètre alpha n'a pas une interprétation physique du problème. Et ici, l'objectif est de pouvoir calculer l'état de sédimentation Y. Alors, on cherche YT et non Y0. Donc, ce que je veux dire par là, donc je quitte Y0. Là, on veut, ce n'est plus la peine de partir de Y0, donc on peut directement partir de YT si on connaît l'état de sédimentation. Bon, si on se donne à l'instant T0, et là à l'instant T, et ici, on sait que le Y est connu sur l'intervalle AC0, 0T. Donc Y est connu, comme on cherche à déterminer le Y à l'instant grand T supérieur à TT, au lieu de partir de Y de T0, on peut directement partir de T, comme l'objectif est de pouvoir faire des prévisions. Donc ici, on ne cherche plus Y de T0, on cherche YT, et le problème inverse devient ainsi défini. Cherche YT tel que ce modèle combiné avec les données. Donc, d'où même la problématique de la thèse qui réside alors dans le développement d'autres approches non standards basées sur les techniques de contrôlabilité. Ce que l'approche classique qui transformait le problème inverse en un problème d'optimisation nous conduit souvent à des problèmes mal posés. Le fait de la condition d'Adamar n'est pas vérifiée. Donc, on utilise d'autres approches qui sont basées sur des techniques de contrôlabilité. Et dans la littérature, ces techniques ont été utilisées pour des problèmes paraboliques linéaires avec la condition de Neumann, avec la condition de Dirichlet homogène. Par contre, nous, on a un problème qui est non linéaire avec la condition de Neumann non homogène. Donc, pour pouvoir adapter l'approche à notre modèle, donc on est parti d'un problème associé à ce problème non linéaire. Donc, on part d'un problème associé à notre problème non linéaire. Et en partant avec un F bar ici et un U bar qui seront choisis convenablement. Et Y bar, une solution faible du problème, avec ce changement de variable.
j'obtiens un problème ici parabolique avec la condition de Neumann homogène. Et pour construire le système de contrôle, ou bien le problème adjoint contrôlé, donc on a multiplié par une fonction phi suffisamment régulière par l'équation 25, et en intégrant sur 0t croix oméga, et en utilisant la formule de Green, on arrive à cette équation-là. C'est juste pour construire le problème adjoint contrôlé. Donc à partir de ça, on s'est servi de ça pour construire ce problème, qui est un problème adjoint contrôlé, sur lequel nous étudierons la contrôlabilité à zéro de ce problème. Donc juste après, on revient dans cette équation, on va juste remplacer l'expression entre crochets par le V ci de oméga, et là on obtient cette équation-là, où deux problèmes constituent notre préoccupation. Si phi est déterminé, on aura une équation intégrale d'inconnu z de t. Par contre, z0 est un inconnu. Donc, pour pouvoir résoudre avec les deux inconnus, on doit pouvoir s'annuler phi 0. Et pour cela, on cherche le contrôle V qui permet de s'annuler phi 0, qui représente ici la solution du problème adjoint contrôlé en 0. Donc, on cherche le contrôle adéquat qui s'annulera phi 0. Et dans ce cas, l'équation deviendra une seule équation d'inconnu, z de t, où le y ops est connu. Et là, on introduit déjà une contrôlabilité à 0. Et là, on dit qu'un système est contrôlable à 0 dans oméga s'il existe un contrôle V dans grand U tel que phi de t égale si t et phi v de 0 est nul. Bon, Robbiano et Lebeau, ils ont dit qu'en pratique, démontrer une existence, il est plus facile de démontrer une inégalité qu'une existence. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait une formulation duale de l'existence en interprétant ça comme étant une inégalité d'observabilité, qui est une inégalité d'énergie. Donc ce qui veut dire que si on arrive à établir cette inégalité-là, on peut dire directement qu'il existe un contrôle V qui nous permet de s'annuler si de 0 en 0. Et là, ce contrôle, qui est la contrôlabilité à 0, qui est une formulation duale dont l'inégalité d'observabilité est une formulation duale de cette existence-là, la méthode de Hume, Albert Uniqueness Method, nous permet de construire ce contrôle. Mais il ne nous fournit pas la manière pour la démontrer. Donc les gens ont fait appel à d'autres outils plus puissants qu'on appelle les inégalités à poids exponentiel, introduites par Tesla Carlman en 1939, dont le but était d'étudier l'existence d'un problème parabolique à coefficient régulier en dimension 2. Mais ceci a été systématisé et généralisé par Oman et d'autres auteurs pour plusieurs classes d'opérateurs différentiels. Et depuis, ces inégalités sont utilisées pour résoudre des problèmes inverses et des problèmes de contrôle optimal. Donc c'est une inégalité d'observabilité ainsi définie de type Carlman que nous avons construit, et ceci a fait même l'objet d'une publication et ça a été fait même l'objet, on a même consacré tout un chapitre pour démontrer cette inégalité de Carlman. Donc c'est l'objet du chapitre 4 de la thèse. Donc au début, quand je voyais certains manuscrits où on essayait d'établir l'inégalité de Carlman, bon, j'avais eu peur au départ, qu'est-ce qu'on y arriverait peut-être, mais avec l'aide du professeur Benjamin Mampassi et de ses bonnes orientations, on a réussi à établir cette inégalité. Donc c'est pour cela que j'ai jugé nécessaire de vous donner un peu une idée
de comment on a procédé pour arriver à cette inégalité de Carleman. Donc c'est l'esquisse de la preuve. Donc on est parti d'un problème non linéaire avec A, un opérateur qui vérifie la condition d'ellipticité, la condition de symétrie, et F, la condition de croissance suivante. Donc puis on est parti d'une fonction scalaire, une fonction chapeau, et on a défini les fonctions poids alpha tx et psi de tx. Et de là, on peut faire un changement de variable et on réécrit le problème non linéaire avec la variable z tilde. Et là, on arrive à ce système d'équation. Puis, on pose L de z tilde, les termes linéaires en z tilde, et G de z tilde, les autres termes qui restent. Puis, en faisant appel au produit scalaire, donc avec la relation ici qu'on a 44, donc en faisant une estimation de la ligne précédente, donc on a cette estimation, où après on essaie de donner une estimation du terme non mixte, c'est L de Z de T au carré, puis on donne une estimation du terme non mixte. Donc pour l'estimation du terme non mixte, je vous dire par là LZ tilde, G de Z tilde, nous avons une proposition qui nous donne cette estimation. Mais cette proposition, avant d'arriver, on a établi 4 lemmes pour arriver à cette proposition. Donc pour le premier lemme, le L de Z tilde avec le premier terme de G de Z tilde, c'est là qui donne. Deuxième lemme, L de Z tilde plus le second terme de G de Z tilde. Et le troisième lemme, premier terme et troisième terme de G de Z tilde. Et quatrième lemme, L de Z tilde et quatrième terme de G de Z tilde. Donc à partir de ces 3 lemmes, nous avons construit la proposition qui donne une estimation du terme non mixte. Pour le terme mixte, donc on a donné cette estimation. Donc à partir de ces 2 propositions, donc nous avons établi cette inégalité de Carleman ici en l'adaptant avec le problème associé. Et ceci est fondamental parce que c'est cette inégalité-là qu'on utilisera pour établir l'inégalité d'observabilité qui assurera la contrôlabilité à 0 du problème. Et ici, on aboutit pour tout Z à cette inégalité qui a été démontrée au chapitre 5, le passage de l'inégalité de Carleman à cette inégalité d'observabilité. Et si cette inégalité est établie, donc d'après Lebeau et Gobiano, donc ceci traduit l'existence du contrôle V qui nous permettrait de saluer le phi de 0 et d'aboutir à une équation intégrale. Et ici, on peut directement partir de ce corollaire, comme cette inégalité donc caractérise l'existence du contrôle, tel que la solution phi du système satisfasse phi de 0 égale à 0. Et là, on passe, en partant d'une solution admissible, que j'ai dit V et phi, donc comme le phi, il existe un V qui permet de s'aligner sur 0, donc on aboutit à ce résultat de reconstruction qui est une équation intégrale d'inconnu Z de t. Donc oui, il faut déterminer un couple admissible V bar, phi bar. Donc pour tout couple, dans ça, en définissant phi bar, V bar, on peut identifier le Z de t. Mais il est nécessaire à partir de là de s'interroger sur la question de la stabilité de la solution pour l'identification Z de t. Et là, nous avons établi ce résultat, donc qui donne un résultat de la stabilité de la solution. Donc l'existence et la stabilité même. Donc je peux dire que notre problème ici est bien posé. Par la suite, nous passerons à une approximation. Comment approximer cette couple admissible. Et pour cela, on est parti de ce problème d'optimisation, un problème de minimisation, donc qui nous permettra de caractériser par la suite, par un système d'optimalité, la caractérisation de phi d'effet, donc le V de alpha est caractérisé ici, qui est la solution du problème optimal précédent, par ce système d'optimalité qui caractérise le P de alpha ainsi défini
Puis, à partir de cette caractérisation, on passe au résultat de convergence pour alpha tendant vers 0. Et là, on a démontré ces résultats. Donc, pour alpha tendant vers 0, le phi alpha tend vers V bar et le phi de alpha tend vers phi bar. Et il satisfait le système. Et là, on passe à ce corollaire. Donc, à partir de cette convergence, on peut toujours identifier Z de t qui converge vraiment vers Z de t, phi de t, où Z est la solution du problème associé inverse. Et là, on passe directement, toujours en utilisant le résultat de convergence qui a été développé au chapitre 5 et la preuve y est. Donc, on est arrivé à ça. Et après, juste, on donne un résultat, l'ordre de convergence de l'approximation de phi de bar, de phi de 1, ainsi que de l'intégrale. Donc, ce résultat a été démontré dans le document. Et par la suite, nous faisons juste un bilan des résultats qu'on a eu avec notre problème associé. Nous avons développé une approche basée sur des techniques de contrôlabilité. Et cette approche nous a permis de montrer un résultat de reconstruction de la solution comme l'équation ainsi définie. Et le problème inverse du problème associé admet bien une solution, la condition initiale, dont l'objectif est de déterminer un algorithme qui nous permettrait à chaque fois d'identifier le Z de t sans pour autant passer par les méthodes classiques qui sont en général très mal posées. Et nous allons par la suite revenir sur le problème non linéaire, donc en adoptant une stratégie. Bon, certains ils développent des problèmes de points, ils utilisent des techniques de points fixes pour revenir aux problèmes non linéaires, d'autres des théorèmes d'inversion locale. Mais nous, on est parti d'un problème d'approximation ou d'une démarche itérative où on donne une approximation de notre problème inverse non linéaire. Et ici, on sait bien que pour un U bar choisi qui est égal à YK moins 1, le YK existe et YK de t est identifié. De ce qui précède, il est clair que dès que le Y0 quelconque dans C1, par itération, la suite YK existe et est unique. Donc, on donnera le résultat de convergence, de la suite YK. Ici, pour un F bar positif dans L2, 0T, gamma 1, et pour tout phi, on a la convergence, mais avec une formulation faible du problème. Et je vous donne ici l'esquisse, juste une idée de la convergence faible ici de YK vers Y. Donc on a juste multiplié par YK, puis on intègre sur oméga. Après on a utilisé l'inégalité de Young, puis l'inégalité, le lemme de Gromwall. Et de ces deux lemmes, donc de ces deux-là, on a construit 59 et la relation qui donne la convergence de YK dans Y. Et puisque YK converge vers Y dans L2, 0T, gamma 1, alors, à partir de là, avec la convergence de F, ce terme-là nous vient de la convergence de F de Y, F bar de YK moins 1 de Y, qui converge vers ça, F de Y. Donc on choisit pour cela un F bar qui serait égal à F de Y, c'est pour revenir au problème non linéaire. Donc ici c'est le résultat qu'on a avec la convergence qui nous a permis de choisir le F bar de Y en fonction de Y avec l'hypothèse de positivité de la fonction F avec un F de 0, F Y, où Y ici représente la solution faible du problème inverse non linéaire. Donc on passe au schéma algorithmique qui nous permet à chaque fois d'identifier le YT ici qui est la condition initiale du problème inverse non linéaire. Donc on définit un F bar défini ainsi. Pour prendre Y0 quelconque, on pose Y1. Donc on donne Y0, l'algorithme, on calcule Y1.
Si Y1 est calculé, on donne à F2 Y1, puis on calcule Y2. Donc là, on fait une boucle tant que le YK moins YK moins supra epsilon, on pose et on fait jusqu'à aboutir à la convergence de YK de T qui convergera vers Y de T qui sera la solution, l'identification du problème inverse non linéaire sur tout le domaine grand oméga. Et nous, pour la conclusion, nous avons trouvé un moyen qui nous a permis d'identifier la condition initiale d'un problème d'ensablement de lac et développer une approche de contrôlabilité qui nous a permis de rendre le problème inverse mal posé en un problème inverse bien posé et élaborer un algorithme général pour l'identification de la condition initiale. Nous avons également proposé un schéma algorithmique qui est adapté à la simulation numérique pour la reconstruction de la condition initiale Y de T. Nous avons établi une approche qui est un outil de base pour l'identification de la condition initiale d'un problème parabolique à données manquantes. Et pour les perspectives, un prolongement de notre travail pourrait bien consister ici à implémenter, en vue de la validation numérique, l'approche qui a été utilisée, à générer même des codes pour une simulation du phénomène d'ensablement, à donner un processus numérique qui nous permettra d'identifier sur de long terme la date d'extinction d'un lac qui est soumis au phénomène d'ensablement, et à contrôler le processus en ramenant l'état du système à un état désiré. Et là, nous terminerons par les publications qui ont été faites lors de la thèse. Donc, la première publication sur les Karlmann de type estimate for some non-linear parabolic problem qui a été publiée, et ceci nous a été très utile pour reconstruire notre condition initiale YT. Et l'autre article qu'on a encore publié, on the reconstruction of initial state of some non-linear parabolic PD inverse problem using a standard approach, donc qui a été publié également. Ici, c'est là où on a parlé des approximations et des convergences et tous des problèmes associés. Et un article ici qui donne un peu une idée sur l'application de la résolution d'un problème inverse numérique en utilisant une méthode d'approximation pseudo-spectrale, et une qui est soumise pour proposer un schéma numérique pour résoudre des problèmes non linéaires. Bon, merci de votre aimable attention. Je commencerai par féliciter le candidat pour le travail scientifique qu'il a abattu, la qualité du document et la présentation de ces diapos. Féliciter, bien remercier aussi le professeur Mambassi de m'avoir associé à ce jury de thèse, d'autant plus qu'il était le président de mon jury de DEA, il faisait partie des rapporteurs de ma thèse. Donc, je vous remercie, professeur Mambassi. Alors, donc, sur la qualité scientifique du document, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est un document qui a une très bonne facture scientifique. Quoique tout document étant ce qu'il est, il y a certains arguments dont je voulais revenir, aussi bien sur la forme du document que sur le fond. Alors, sur la forme du document, je pense qu'il y a souvent des points de pensée. Je pense qu'il y a la relecture du document qui a manqué, parce qu'il y a des passages dont des termes en français qui ont été mal dit. Et ce qui, à la limite, ne facilite pas la compréhension de ces passages-là. Donc, il y en a un peu partout au niveau du document. Des passages de français qui ne sont vraiment pas clairs. Il s'agit aussi qu'il y a des coquilles d'écriture dans le document. Souvent des choses qui sont
qui sont dites et qui ne sont pas très claires. Donc, il faut clarifier. D'abord, sur le modèle, vous avez parlé de plus ou moins long terme. Ça a une signification, mais je pense que ce n'est pas précis, ça veut dire plus ou moins long terme. Donc, le moyen terme, c'est quoi? Le court terme, c'est quoi? Le long terme, c'est quoi? C'est des périodes qu'il faut identifier. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Alors, j'ai posé quelques remarques, je pense que vous avez le document, vous pouvez aller vers la page. C'est quoi, 18, 19, donc ça va être la page 22 ou 23. 22, 23. Page. Ouais. C'est la page 19 du document. 19, Vous avez établi là certaines inégalités. Inégalités 2, 18 et 2, 19. Oui. 2, 18 et 19. C'est bon? Alors, j'ai juste vraiment du mal à comprendre le passage de la première à la seconde équation. La page 19. Il y a des approximations que vous avez mis. Oui. 2,18 pour aboutir à 2,19. Vous avez dit que vous avez utilisé les inégalités de Schwartz. J'ai peiné à comprendre quelle est la gymnastique parce que je vois un gradient de Y qui a disparu et je ne sais pas trop sûr. Pour la résolution du problème non linéaire, pour la reconstruction de la condition initiale, donc nous, on est parti à notre problème non linéaire, puis on est parti d'un problème associé. Et on a des résultats qui nous permettent d'identifier la condition initiale. Mais juste, on a proposé une approche itérative. Donc, et l'approche itérative, on a prouvé par un théorème ici, du cours, par un théorème sur la convergence de YK vers Y. Et si ça converge, on revient sur le problème non linéaire. Le schéma algorithmique nous permet à chaque fois, en choisissant le U là, qu'on avait pris arbitraire, qui serait choisi de manière convenable, on part de Y0 donné qu'on donnera U, puis on calcule Y1. Donc du fait que la convergence de YK, donc on rattrapera sûrement pour n K très grand, donc le YK de T convergera vers YT. Et YT, c'était juste le problème, la solution identifiée du problème non linéaire. Donc l'algorithme nous permet de faire le passage de résultats obtenus avec le problème linéaire pour aller au problème non linéaire. Donc, et pour la partie simulation aussi, donc j'envisage de faire ça dans mes perspectives. Parce que là, pour pouvoir l'approche que j'ai développée de faire adapter ça numériquement, donc me permettra à l'avenir de pouvoir contrôler en partant de la condition initiale que j'ai pu construire. Sur les Navier-Stokes, le problème de Navier, donc là c'est pas un résultat que j'ai construit. Donc là je voulais juste faire quelques résultats préliminaires avec qu'on a obtenu avec la contrôlabilité. Donc pour le problème linéaire, j'ai pris comme exemple le modèle de l'équation de la chaleur. Et pour le cas non linéaire, j'ai donné quelques exemples d'existence de contrôlabilité à zéro de certains problèmes de Navier-Stokes. Donc c'est un résultat que j'ai pu requérir à partir des recherches que j'ai pu faire. Mais ce n'est pas mon résultat. Okay. Et pour unicité, je pense qu'il y a des questions. Je pense que c'est fini. Je pense à la page 24 que vous avez dit également.
23, ok. Pour tout couple paramètre solution de la réalisation de la contrainte, bon là c'est la contrainte d'entropie, bon, qui nous permet pour qu'une solution soit physiquement acceptable. Donc cette contrainte doit être, donc là c'est pour qu'il y ait une existence physique de la solution du problème. Donc, on met cette contrainte où le taux de sédiment est supérieur au taux d'érosion. Je disais juste que cette proposition, vous l'avez admise. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi vous l'avez admise, parce qu'elle est compliquée, parce qu'elle est trop facile, parce que vous n'avez pas donné aussi de référence dans c'est bon que ça soit physiquement acceptable, mais mathématiquement que ça soit possible de démontrer l'existence de solutions. Et dans la dernière, ce qui va à la page 19, c'est le passage de l'équation 2, 18 à 2, 19. Bon, j'ai parlé de l'inégalité de Schwarz et de Young. Hein. Puis le théorème des traces. Bon. Et là, bon, pour l'inégalité de Young, c'est on intègre sur gamma G carré et sur Y de K au carré. Et à partir de ça, bon, j'ai fait une majoration en dominant le terme y de g par y au carré par une constante g dans L2 de petit oméga. Là, je suis allé trop vite. Ok. Je ne vais pas tous les énumérer, mais juste pour donner quelques-unes. Déjà à la page 18. C'est un peu le même ordre que le type de question de Hassan. Vous dites un peu en bas de page, nous pouvons maintenant établir le résultat suivant. N'est-ce pas? Juste avant la proposition de 2. Page 18. Oui, page 18. Oui, parce qu'il y a certains types de formulations qui prêtent à confusion. Parce que quand vous dites, nous pouvons maintenant établir le résultat suivant, est-ce que c'est votre résultat ou bien vous l'avez pris dans la littérature? Auquel cas, il faut écrire, nous pouvons rappeler le résultat suivant et vous donner la source. Mais quand vous dites, nous allons établir le résultat suivant, ça peut prêter à confusion, surtout qu'après, en lisant, tu sais que ça vous l'avez pris dans la littérature. À la page suivante, c'est vrai que Hassan vous a posé la question de l'utilisation de Young et autres. Bon, mais mon problème, c'est la même chose. Mais donc, après, quand vous intégrez entre 0 et t, n'est-ce pas? Vous écrivez la norme du gradient, le DDS, vous le mettez dans la norme. C'est l'inégalité 3,21. Page 19. N'est-ce pas? Le DDS, vous le mettez dans la norme, ce qui n'est pas bon. Bon, et ensuite, si t est fini, il n'y a pas de problème. En intégrant, vous pouvez récupérer la norme H1. Mais quand t est fini, ce n'est pas possible. C'est le passage de 2,21 à 2,22. N'est-ce pas? Donc le DDS ne doit pas être à l'intérieur, ça c'est une faute de frappe. Alors, maintenant, pour regrouper les deux expressions, le 1 demi alpha, pour trouver, récupérer une norme H1, n'est-ce pas? Si t est plus petit que grand t,
à la place de alpha, vous pouvez majorer par alpha fois grand T. En regroupant les deux, en renommant la constante, vous pouvez avoir une égalité de 2,2. Et si T n'est pas fini, ça c'est pas possible. Ensuite, le théorème qui vient juste après le théorème de 1. À la même page 19. La démonstration. Non, pas la démonstration, le théorème en lui-même. Alors, deuxième ligne, vous dites que si G est en L2 de 0T, L2 de gamma, il existe une solution Y. Ce n'est pas le bon espace. Ouais, il faut le rectifier. Ouais. Alors, dans la démonstration aussi, vous utilisez un argument classique de compacité. Ok? Et vous dites que la suite de solutions Y, là, je les appelle pas solutions, la suite des YK de T, elle est bornée en norme H1. N'est-ce pas? Bon, vous allez dire, en vertu de l'œuvre de Grand Noir, bon, c'est clair, ça allait trop vite à mon avis. On utilise Grand Noir, donc c'est borné, donc ça, à mon avis, il fallait le détailler. Toujours sur cette preuve, à la page suivante, page 20. Alors, à la page 20, brusquement, je vois un temps infini. Je travaille maintenant L2 de 0 infini. Donc, à la page 20. N'est-ce pas? Mais si T est infini, avant, vous travaillez avec un T qui est fini. Grand T, je ne sais pas maintenant. Votre temps, il est fini ou bien il est quelconque? Le temps grand T. Et puis, sur la même page, à l'inégalité 2,25, n'est-ce pas? Brusquement, un T0 apparaît. 2,25. Oh oui, juste après 2,25. Montrons à présent que la solution Y est telle que Y était 0. C'est quoi T0? C'est pas défini. Parce qu'avant, votre instant initial était 0. T0, c'est quoi? C'est pas défini. Okay. Et ensuite, vous dites que si, bon, c'est clair, D est inclus dans H1, alors phi de T égale à la limite de, vous mettez une somme. N'est-ce pas? Et cette somme-là, en réalité, c'est un produit scalaire. Le produit qui est à l'intérieur, c'est un produit scalaire et c'est mal écrit. Ou bien vous écrivez phi I, n'est-ce pas? Phi I étant le produit scalaire, phi fois l'autre, la base considérée, la famille totale. Mais si vous l'écrivez comme ça, c'est pas correct. Ou bien vous écrivez phi I, ou bien vous l'écrivez carrément comme produit scalaire. Ça apparaît même à la ligne suivante, là vous allez écrire posons. Donc tout ça, c'est des problèmes de rédaction. À la page suivante, dernière ligne, toute dernière, page 21. C'est bon? Toute dernière ligne. Bon, vous faites des calculs. Hein? Vous introduisez des fonctions test, c'est bon, qui sont dans D de oméga. Maintenant, même ces D de oméga, il faut adopter une écriture. C'est un D marquant ou bien un D marqué, oui, ça dépend. Il faut vraiment adopter une écriture. Parce que tantôt, c'est comme on écrit R, tantôt, il faut uniformiser les écritures. Donc, vous aboutissez à une égalité. L'intégrale de Y0 d'état égale à l'intégrale de Y indice 0 de d'état pour toute fonction C infini à support compact. N'est-ce pas? Je ne dispose pas de la condition initiale Y de t, Z de t. Donc je ne dispose pas. Et pour l'étude du problème, de ce problème, je pense au chapitre 2, on a étudié l'existence de la solution en faisant une formulation faible du problème, puis on a montré la convergence et l'existence même de l'unicité de la solution. Parce qu'avant de passer à un problème inverse, il faut s'assurer que le problème direct existe et admet une solution. Donc, et à partir de la construction de notre problème adjoint contrôlé, donc en multipliant par une fonction suffisamment régulière, nous aboutissons à un problème adjoint contrôlé. Et ce problème adjoint contrôlé
nous renvoie toujours à une équation intégrale qu'on veut résoudre. Donc ici, je n'ai pas parlé d'équivalence, dire que résoudre le problème, l'identification revient à résoudre le problème de contrôlabilité. Donc on quitte on passe du système, on passe à un système rétrograde, problème adjoint contrôlé, et on cherche à revenir sur une équation intégrale où on cherche à formuler une contrôlabilité à zéro. Parce que là, ce qu'on cherche à chaque fois, c'est d'identifier le z de t qui se trouve dans l'équation intégrale. Et on savait que le phi de 0, le z de 0, qui était produit avec phi de 0, n'était pas connu. Donc là, il fallait chercher le contrôle adéquat qui nous permettrait toujours de se ramener à un résultat de reconstruction qui nous permettrait d'identifier le z de t. Donc là, c'est juste utiliser l'approche de Complat revient à partir du problème inverse avec le z de t sans la condition initiale, parce que là, on cherche cette condition-là. En supposant à l'existence, l'étude a été faite au sens d'Adamar sur l'existence et l'unicité de la solution. Et ceci nous renvoie toujours à la résolution d'un problème adjoint, puis d'aboutir de passer à un résultat de contrôlabilité, déterminer le contrôle, le caractériser avec le résultat d'approximation qu'on a donné ici, d'un contrôle admissible, et le résultat également de la stabilité de la solution, ça qui nous permet de revenir sur l'équation intégrale pour dire que c'est bien posé, et de là on peut identifier. C'est la façon en général dont les techniques utilisées, c'est comme ça qu'on aborde le plus souvent, à ma connaissance. À propos de YOPS, donc là le YOPS, je dis que c'est l'état de sédimentation sur une petite portion, la plus petite possible, la plus petite possible sur une petite portion sur le grand domaine oméga. Donc qui est connu sur oméga croix 0t. Donc ça veut dire que le petit x il est dans petit oméga et le t il est entre 0 et t. Le YOPS je le définis comme y sur oméga croix 0t. Donc ça veut dire que c'est le y de x de t avec x dans petit oméga et le t dans l'intervalle 0t. C'est comme ça que je pense que j'ai défini le y de OPS. C'est le y sur le sous-domaine croix 0t avec x dans petit oméga et y dans 0t. Bon, pour les autres remarques, donc j'y reviendrai donc de manière explicite pour corriger encore davantage certaines anomalies et certaines coquilles pour améliorer encore le document. Je pense que c'était ça les questions ou bien. La parole au professeur Bissanta. Je profite aussi de cette occasion pour féliciter le directeur de l'école doctorale de la maths informatique pour le travail avec la bêtise. Surtout financièrement, c'est pas aussi facile parce que ce travail-là, les rapports datent de 2018. C'est le même problème, monsieur le directeur, dans toutes les universités africaines. Pour avoir les financements, c'est pas facile. Donc, je tiens à vous féliciter et continuer à vous battre en ce sens. Bon, en ce qui concerne le document, je ne peux pas me dire. J'avais donné un avis très favorable à la soutenance de ce travail devant le jury. J'ai quelques préoccupations. Bon, sur la forme, ça dépend pas de vous. Vous aurez seulement à rectifier l'université marine, c'est UMNG. Vous achetez seulement un G. UMNG. G, oui. Okay. UMNG. Bien. Sur la forme aussi, vous voyez, entre les différents chapitres, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. J'aurais souhaité que la conclusion
conclusions et les perspectives ne soient pas un chapitre. C'est 4 pages. Hein. À comparer avec les autres chapitres, vraiment c'est. On me dit que peut-être que c'est le latex qui fait ça. Qui l'a fait, Bon, souvent, vous n'êtes pas le seul. Hein. Souvent, si on va envoyer un chapitre de 4 pages, bon, voilà. Même l'introduction, ça ne serait pas un chapitre. Mais je reconnais que dans l'introduction, vous avez évoqué beaucoup de notions. Franchement, j'en suis satisfait. Le document, il a été bien rédigé, structuré. Je crois que, comme les autres ont dit précédemment, les petites coquilles là, bon, il faut tuer les infiltrants. Souvent, quand ils finissent de rédiger, ils impriment, ils ne jettent pas un dernier coup d'œil. Ainsi bien qu'il y a beaucoup d'erreurs d'inattention. Donc, même à la fin, il faut relire le document pour éviter. Parce que c'est une thèse de docteur. À la fin, si tout marche bien, vous serez un docteur. Et même chez les Anglais, c'est PhD, c'est docteur philosophe. Donc, je suis docteur philosophe. Donc, c'est un grand titre. Voilà. Bon, maintenant, sur le fond, je voulais seulement, j'ai seulement une seule préoccupation. Vous avez cité ici Lyons. Effectivement, Lyons a travaillé sur ces problèmes de données manquantes. Est-ce que vous avez eu à prendre connaissance de la méthode de Sentinelle? C'est la question que je pose. Si vous n'avez pas eu à prendre connaissance de cette méthode, je vous conseillerais aussi de voir cette méthode parce que ça aborde presque les mêmes problèmes. Et même avant que je ne parte, il y a 2 publications que j'ai du l'ANIBIO de Ouaga qui parlent de ce problème des données manquantes. Comme ça a déjà été publié, même si la thèse n'est pas soutenue, mais les publications sont disponibles. Il faudra jeter un coup de parce que je crois que la méthode de Sentinelle aussi va apporter, vous apportera beaucoup de choses. Voilà, monsieur le président du jury, comme j'ai dit, il a fait un bon travail, malgré les zones d'ombre. Et c'est toujours ça, hein. Même on dit qu'un mauvais résultat, c'est un bon résultat. À partir du moment où ça suscite un débat. Voilà, c'était une préoccupation une fois de plus. Je vous remercie, monsieur le président. Bon, merci, monsieur le professeur Serra de vos remarques. Bon, pour la méthode des sentinelles, donc je vais encore m'y pencher donc pour permettre de bénéficier beaucoup plus d'avantages à des outils pour la résolution des problèmes à données manquantes. Et merci, hein? Merci beaucoup. Merci. Bien présenté le manuscrit. Mais effectivement, du point de vue de la présentation des résultats, je pense qu'il y a un gros effort à faire, comme l'ont souligné les professeurs Abdoulaye Sène et le professeur Alassane, parce que c'est tantôt souvent mélangé entre les contributions, sont souvent mélangées entre ce qui se trouve dans la littérature et vos contributions essentielles. Je pense qu'il y a un gros travail de mise en forme qu'il faut toujours faire. J'ai noté seulement quelques. Dans le J0, est-ce que tu peux revenir à J0, la définition de ce minimum que tu donnes? Oui. Quel slash? Oui, c'est ça, parce que tu dis que ta démarche consiste à trouver d'abord l'état initial J0. Grand J de Y0. Ah, c'est le problème d'optimisation. Oui, n'est-ce pas, tu pars de là? Ouais. Alors, voilà. Tu dis que c'est le minimum de J, Y0 parcourant. Il y a un problème là-bas. C'est J de Y. C'est le minimum des J de Y lorsque Y parcourt grand X va pouvoir te donner, parce que tu ne peux pas faire varier Y0
Et à la fin, récupérer Y0. Y bar de 0. Hein? Je dis Y bar de 0. J'ai mis à l'autre côté, c'est le Y bar. Y bar, oui. Il n'était pas bien apparent. Ah, ok. Et justement, dans la méthode que tu donnes un peu à la fin au niveau des pages 71. 60. Oh, bon. La page. De la thèse, Oui, document. de la thèse. La page 70, 71. Oui. La page 111. Oui. À la page 71, là où tu parles du problème associé. Problème associé. Oui. 70 là. 70. Oui, c'est ça, 70. Parce que d'abord c'est 69. À 69, je dis que le but essentiel de la thèse, c'est effectivement la résolution de ces trois équations, n'est-ce pas? Oui. 5.1, 5.2 et 5.3. Oui. Tu passes par un problème associé. Oui. Mais là, tu vois, ce n'est pas vraiment très bien ressorti. Ce que comment tu construis donc ce système associé, que tu remplaces Y par Y bar. Donc, quelle sera la différence entre exactement ces trois équations-là? En introduisant le Y bar d'un côté et le Y de l'autre côté. Ok. Et ici, pour le problème 5.1 à 5.3, Oui. c'est le problème parabolique non linéaire. Oui. Donc, après, on est parti d'une solution faible Y bar d'un problème dont la solution Y bar existe et est connue. Après, je fais un changement de variable en partant du problème associé. Donc, je pars d'un problème associé linéaire au problème associé non linéaire, au problème non linéaire. Avec le changement de variable, je reviens sur un problème parabolique linéaire avec la condition de Neumann homogène. Après, j'utilise l'approche avec ce problème. C'est une linéarisation. Oui, c'est une technique de linéarisation. Bon, il faut que ça soit beaucoup plus explicité dans les équations. Parce que on ne voit pas tellement comment tu arrives à cette linéarisation. Je pense quand même que tu en as tiré quelques explications. L'ensemble des collègues qui se sont associés, qui ont accepté de s'associer à l'évaluation de ce travail, qui n'est pas toujours facile, du fait des préoccupations des uns et des autres. Et Monsieur le Président, mon rôle ici consisterait d'abord de préciser l'historique de ce travail et aussi de revenir un peu sur ce que les uns et les autres ont dit et préciser un certain nombre de choses. Bon, alors je vais commencer d'abord par parler, je ne pourrais pas commencer à évaluer le travail sans parler de l'étudiant que vous connaissez tous. Date, vous avez par exemple dit que vous ne connaissez pas très bien l'étudiant parce que simplement sa nature est comme ça, c'est un garçon très très discret et avec beaucoup d'humilité, très simple. Je ne le dis pas parce qu'il est en train de faire la thèse, mais franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler avec vous en tant qu'homme. Vraiment, monsieur Bassirou, je ne puis vraiment cacher mon émotion par rapport à la manière dont vous vous êtes comporté vis-à-vis de nous et puis aussi vis-à-vis de l'ensemble de nos collègues. Je suis vraiment persuadé, au-delà du travail que vous venez de présenter, vous êtes un garçon très passionné de ce travail-là. Et si vous continuez dans ce sens-là, je pense que la réussite sera au bout. Je vais maintenant parler de son travail. Évidemment, il a fait un travail qui est démentiel et
un peu ingrat, en ce sens qu'il a fini son travail depuis 2018, depuis une année, et compte tenu des paramètres que nous n'avons pas pu maîtriser, voilà, le travail est soutenu maintenant. Et c'est ce qui explique un peu certains aspects au niveau de son document, des coquilles, puisque le travail, ça fait longtemps qu'il a présenté. Et moi-même, j'avais complètement oublié certains des aspects du travail. Ceci dit, malgré cela, en entendant notre abstenance, il va continuer à travailler avec énergie. Alors, si j'ai donné l'autorisation à ce qu'il puisse se soulever, c'est parce que j'estimais que le travail en lui, tout ce que je lui avais demandé au départ, a été fait. Et donc, de ce point de vue par rapport à l'évolution du travail, par rapport aux résultats que nous avons obtenus ensemble avec lui, aussi par rapport aux publications qu'il avait à faire, croyez-moi, Président, ce n'est pas parce que la première fois il avait été recalé parce qu'il n'avait fait qu'une seule publication dans un journal publié par PDC, ça ne l'a pas découragé, il a continué à travailler. Et là, il y a encore d'autres articles qui sont soumis, ce qui veut dire que pour lui, peut-être, et ça je le suppose, la thèse ne sera pas une France. Et sans plus tarder, je voudrais donner quand même quelques remarques, des questions, des précisions que les collègues cherchaient à avoir. Je vais commencer par le collègue Alassane Sy. Vous avez parlé d'un mot, qui est un mot très intéressant, à plus long terme. Et évidemment, par rapport à l'historique de sa thèse, c'est la suite d'une thèse qui a été faite. Et je vous préciserai de regarder à la page 102, pour regarder la référence de cette thèse, donc la référence 17. Une thèse qui a porté sur la modélisation complète. Et ce terme de plus ou moins long terme est tiré de cette partie de la thèse que nous avons eu à faire avec M. Temga, qui a porté sur un problème de modélisation, ce problème de sédimentation de lac. Et donc lui, il est venu à la suite de ce travail, juste pour voir comment identifier partie du problème du modèle, comment identifier les conditions initiales. Et évidemment, le problème au départ, c'était un problème de recherche d'un modèle qui permettait de visualiser les systèmes sur du long terme ou moyen terme. C'est pour cela qu'il parle de plus long terme. Et naturellement, ça a tous ses défauts dans son travail, puisque la plupart des remarques que vous avez eu à faire portaient sur la partie de l'état de l'art. Et naturellement, ces résultats, comme c'est de l'état de l'art, il n'a pas eu, peut-être parce qu'il ne savait pas trop bien comment faire, il aurait pu, par exemple, dire, préciser ce résultat, la provenance de ces résultats, donc les différents articles tirés de ces résultats. Néanmoins, vous avez posé un problème à la page 19, page 19, en fait, sur la deuxième inégalité de 19, il parle de théorème des traces, l'égalité de Young. En fait, cette inégalité n'est pas n'est pas la conséquence de 2,18. En fait, c'est 2,18 plus 2,19 qui amène à l'inégalité de 2,20. Parce que regardez, il y a une partie de la phrase qui est marquée, puis le théorème des traces. Donc, et là, de façon évidente, on voit très bien qu'on peut utiliser l'inégalité de Schwarz et terminer par l'inégalité de Young. Normalement, les constantes C que vous avez là, c'est les 1,5. On provient directement des inégalités de Young. Et l'inégalité de traces pour aboutir sur l'espace H1 de Young. Bon, je ne reviendrai pas beaucoup sur les coquilles que vous avez eu à soulever et je demanderai simplement à l'intégrant
de faire attention, de reprendre le document éventuellement, de vous faire relire le document, et même moi-même aussi, pour essayer de minimiser les coquilles qui se trouvent dans le document. Alors, en ce qui concerne les perspectives et le fameux Oméga Connex, alors évidemment, c'est un travail théorique. Au premier abord, lorsqu'on fait des observations, si c'est des observations au sol, en général, c'est des observations ponctuelles. Donc, on n'a pas un Oméga, un domaine complètement connexe, c'est des différents points. Mais en analyse numérique, nous avons les techniques qui consistent à partir de différents points. On peut faire une interpolation pour travailler sur du continu. Et donc, nous avons travaillé sur du continu. Mais sinon, la modélisation telle qu'on l'a fait au départ, c'était sur des problèmes discrets. Et grâce à l'interpolation, on tombait sur des problèmes continus. Alors, pourquoi nous prenons un Oméga, une partie du domaine? Simplement, à partir du moment où, si vous faites des observations au sol, on ne le fait pas partout sur tout le domaine, parce qu'il y a beaucoup d'endroits inaccessibles. Donc, la partie qui est accessible, qu'on peut voir, qu'on peut observer, c'est souvent des parties qui sont infiniment petites. Et à partir de là, comment à partir de ces parties infiniment petites, on peut retrouver, reconstituer la solution initiale. Bon, c'est simplement ça. Par contre, vous avez énoncé une préoccupation numérique. Et oui, le numérique, vous voyez, c'est la suite du travail. On est parti d'abord d'un point de la modélisation, qui n'était pas évident, parce qu'au niveau de la modélisation, il fallait démontrer qu'un tel problème, mathématiquement, théoriquement, on pouvait avoir un problème d'ensablement. L'ensablement, c'est quoi? C'est un problème d'assèchement complet. C'est le phénomène d'entreprise, c'est-à-dire que sur un temps donné, arriver à démontrer que le lac pouvait disparaître. Donc on est parti de ça. Donc à partir de là, son travail à lui était un travail, comment trouver des techniques numériques. Donc son approche, vous voyez, vers la fin de son travail, on part d'un problème non linéaire, et on a une approche qui numériquement va nous permettre de pouvoir faire des calculs. Mais d'où vient la notion de contrôlabilité? Pourquoi on a pris cette approche-là? Parce que l'approche classique des problèmes inverses, nous la connaissons tous, mais c'est une approche qui, d'un point de vue numérique, n'est pas très satisfaisante. Lorsqu'on se permet de faire des calculs, et aussi avec les données que nous avons, c'est des choses qui sont extrêmement complexes, et il nous faut avoir une masse d'informations supplémentaires que nous ne pouvons pas avoir. Et donc nous nous sommes posé la question suivante, avec une masse d'informations assez non fournies, disons, comment procéder pour pouvoir arriver à un résultat théoriquement convenable. Donc le numérique, je pense, fera partie donc, des vraies perspectives. Donc pour M. Guin, c'est-à-dire le travail à faire plus tard. Je voudrais aussi remercier le professeur Ablassen pour toutes les remarques que vous avez eu à présenter en lisant ce travail-là, notamment les coquilles, évidemment. Quand je regarde les coquilles de la page 20, ça me fait rigoler parce qu'on parle de T0, grand T, infini. En fait, est-ce que c'est justement lorsque on travaille sur la texte, souvent on fait des copier-coller, et si on ne fait pas une bonne relecture, naturellement ça passe comme ça. Donc je demanderai à M. Vial de bien tenir en compte la remarque de la page 20 pour vous parler des espaces LP sur l'instant 0 et 0, après sur 0T et après sur l'infini, alors que normalement nous travaillons que sur l'espace 0 grand T. Qui est espace fini et qui justifie toutes les inégalités qui ont été. Je voudrais, professeur Sel, vous apporter une précision concernant le problème inverse. Alors, vous savez, le problème inverse de la page 60. Alors, il y a quelques années de cela, c'était une conférence je pense, en 2006 en Espagne, où il y a un Américain qui est venu nous a dit, mais vous savez, les problèmes inverses, c'est les problèmes de demain.
Et évidemment, maintenant, il a eu raison parce qu'il était tellement visionnaire qu'aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle n'est autre que le problème inverse. Hein, c'est-à-dire comment faire de l'assimilation des données, à partir de l'assimilation des données, retrouver des paramètres d'un modèle. C'est ça le problème inverse, mais c'est un problème qui est très ancien. Maintenant, si vous regardez 5 ans, page 71, 5 ans, 5, 12, 5, 13, qui concerne la définition du problème inverse, il ne s'agit pas ici de résoudre le problème en tant que tel. Il s'agit d'identifier à partir d'une équation la donnée manquante, parce que vous voyez que le système est complètement à données manquantes, il n'y a pas de conditions initiales. Il s'agit comment, à partir de ces systèmes-là, et c'est pour cela qu'on appelle problème inverse, on peut retrouver Z de T sans pouvoir la résoudre théoriquement. Vous voyez. Parce qu'un problème inverse peut avoir une infinité de solutions. Parce que quand vous avez une fièvre, n'est-ce pas, et vous dites que vous avez mal à la tête, on ne sait pas où exactement se trouve le mal. Donc il peut y avoir plusieurs causes. Et parfois, on ne cherche pas à savoir les causes, on peut chercher directement à réduire votre mal. Donc nous sommes dans cette situation. Notre problème, c'est quoi? On a un problème qui est à données incomplètes. On ne peut pas résoudre directement ce problème parce qu'il est mal posé. C'est pour cela qu'on l'appelle problème inverse. Il est mal posé. Il y a des problèmes d'existence, d'unicité des solutions. C'est pour cela qu'il y a des problèmes inverses. Et nous, ce que nous cherchons derrière ce problème-là, comment identifier ce dont nous voulons. Parce que ce que nous voulons, c'est le fameux ZBT. Parce qu'une fois que nous avons la condition initiale, alors on va partir du problème direct et pouvoir résoudre le problème. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il aurait pu être expliqué, parce que tout le travail, tout son travail porte sur ça. Et donc, ce n'est pas un problème d'équivalence qu'il a quand tu multiplies. Quand tu multiplies par des fils pour arriver à un problème de contrôlabilité, c'est une technique qui lui permet, comme on le fait dans le problème des sentinelles, mais que les sentinelles, une technique qui lui permet en fait d'identifier directement la valeur des LET sans pouvoir revenir à la résolution du système d'équation. En fait, bon, on contourne le problème. Donc c'est un problème de contournement. Peut-être que c'est dans la manière de présenter ou de dire le problème qui n'a pas pu réussir à vous dire qu'effectivement, voilà la situation, voilà ce que nous voulons faire. Mais sinon, ici, il ne s'agit pas de résoudre le problème parce qu'il est mal posé. C'est surtout ça. Et l'intérêt de ça, c'est parce qu'il est mal posé, comment on fait pour le contourner. C'est ça l'intérêt. Je voudrais, enfin pour terminer, dire la chose suivante. Ces techniques, la technique qu'il a utilisée, c'est une technique très nouvelle, qui date des années presque 2005-2010, très nouvelle, pour la résolution des problèmes inverses en passant par des techniques de contrôlabilité. Mais seulement, nous, quand on s'est posé le problème, en regardant l'ensemble des résultats obtenus, ces résultats ne concernaient que des problèmes linéaires. Ils concernaient que des problèmes linéaires. On s'est posé la question, est-ce qu'avec un problème non linéaire, est-ce qu'on ne pouvait pas résoudre ce problème-là? Évidemment, on a été satisfait à double titre, parce que c'est pour cela, M. Natt, que lui il pose un problème associé. Vous voyez, en partant de ce problème-là, le f des agents fortement non linéaires, on n'a pas l'expression, c'est une expression qui est monstrueuse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, bon voilà, à la place de f des z, on va prendre un problème linéaire. Okay? Bon. Un peu comme on fait, ce n'est pas de la linéarisation, mais un peu comme on fait dans le problème de point fixe. C'est-à-dire, le f de z, là, vous prenez un élément qui est linéaire et après vous revenez sur cette valeur-là. Et c'est comme ça qu'apparaît à la place de f de z, il a pris un f de u bar. En se demandant, bon voilà, si je connais la valeur de u, comment je fais? Et là, vous avez un point fortement linéaire, et à partir de là, et même le fait que ce problème-là était linéaire, on avait une condition de Neumann ici, qui est une condition non homogène qui compliquait la situation. Et c'est ça l'intérêt de son travail. Comment, à partir d'une situation extrêmement compliquée, s'en sortir. Donc tout ce qu'il a fait est parti dans ce sens. Voilà, bon, j'ose espérer avoir
expliquer un peu le contexte dans lequel la thèse s'est faite, et aussi donner aussi quelques précisions sur les résultats attendus. Je suis à mon niveau très satisfait du travail qu'il a fait, et ce que j'attends de lui, c'est la suite. Hein, parce que comme on dit toujours, la thèse n'est pas une fonction. Et Président du jury, je vous remercie et je vous remets la parole. La séance est suspendue pour délibération. C'est passé immédiat. Le jury a vraiment apprécié la qualité de votre travail. Je recommande le cabinet de faire les corrections. La présentation est simple et je déclare l'auteur de l'Université de Dakar avec la mention très honorable.